Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous dans ce troisième numéro de Refaisons le monde avec nos clients. Le avec nos clients est important. Alors, ce rendez-vous est initié par Equans France et a vocation à être un lieu d'échange entre, j'allais dire, nous-mêmes, avec vous, avec nos collaborateurs Equans, mais aussi avec nos clients et nos partenaires. Alors, le principe, il est très simple. L'idée, c'est de permettre et de développer des discussions et des échanges, à la fois avec des invités externes qui sont au nombre de 2 et également avec un expert interne qu'on va appeler l'expert maison Equant. Alors le format, quant à lui, il est très simple et très clair. On va avoir 2 séquences qui vont s'enchaîner l'une et l'autre. La première séquence d'environ 45 minutes va être une séquence plutôt de discussion et de partage d'informations sur la base des expertises de nos experts. Et la seconde séquence qui va s'en suivre est une séquence d'environ 15 minutes, qui va être une séquence de questions-réponses, qui permettra, comme son nom l'indique, de répondre à vos interrogations. Alors l'objectif de tout ça, c'est évidemment de vous permettre de bénéficier d'informations, de retours d'expérience, d'avoir une vue sur les expertises, les solutions, mais aussi les problématiques et les cas d'usage qui ont pu être mis en œuvre dans des cas concrets chez nos clients. Ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion pour vous de poser vos questions, comme je le disais précédemment, et j'allais dire toutes vos questions, sans tabou, comme l'expression le dit, il n'y a pas de mauvaises questions, donc surtout, n'hésitez pas. Pour ce faire, c'est très simple. Pour les personnes qui nous suivent à distance, vous avez sur la partie droite de votre écran un chat qui vous permet de poster vos questions. Et quand on en arrivera à la séquence dédiée aux questions-réponses, on les sélectionnera par ordre de priorité des plus likés. Bien évidemment, pour les personnes qui sont également présentes physiquement dans la salle, vous pourrez nous adresser vos questions. On fera circuler un micro le moment venu pour que vous puissiez les poser à nos experts. Si vous êtes dans la salle aujourd'hui, c'est que nous sommes à Station F, le célèbre campus dédié au foisonnement des startups et d'une certaine manière à l'innovation, fondé par Xavier Niel en 2017. Sans plus attendre, je vous présente nos invités qui ont accepté d'échanger avec nous sur un sujet ô combien d'actualité, celui de l'industrie 4.0. Derrière la technique, quelle réalité? Alors l'industrie 4.0 fait l'objet de beaucoup de littérature, à la fois foisonnante, nourrie, nombreuse, multiple. J'allais dire très souvent de technique. On entend beaucoup parler de MES, Manufacturing Execution System, de contrôle commande, de supervision, de machine learning, de technologies multiples. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un éclairage, évidemment pas que technique, mais surtout un éclairage et des explications, un décryptage de ces sujets-là avec les témoignages de nos experts. Alors bonjour tout d'abord Nicolas Desombre. Bonjour David. Merci d'être avec nous tout d'abord. Vous êtes Chief Digital and Data Officer chez Insect. Insect, qui est une entreprise française spécialisée dans l'élevage, la transformation d'insectes en ingrédients destinés aux animaux domestiques et d'élevage. Donc un process particulier, vous aurez l'occasion d'y revenir et de nous éclairer sur ce que vous y faites. Emmanuel Métivier, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous et de participer à cet épisode de Refaisons le monde. Vous êtes quant à vous donc Catalyst and Program Director chez Axway. Axway qui fournit des solutions progicielles et de services numériques, d'interfaces de programmation, autrement appelées API, de gestion des transferts de fichiers sécurisés MFT et aussi d'intégration B2B. On pourrait résumer tout ça par vous êtes un expert de l'interopérabilité au sens large. Et de la création d'écosystèmes dont on reviendra par la suite. Et de la création d'écosystèmes, on y reviendra. Et pour finir, avec nous également, Pierre Guérin, notre spécialiste maison, comme je l'évoquais tout à l'heure. Bonjour Pierre. Bonjour David. Donc vous êtes le spécialiste des sujets d'industrie 4.0 et responsable de l'offre Data Science and AI Solution au sein d'Equans Digital. Bienvenue. Alors, pour commencer, et sans plus attendre, une question me trotte dans la tête depuis le début et je vais vous la poser, Nicolas. Quel rapport peut-on faire entre le Tenebrio Molitor et l'industrie 4.0 ? Bonne question. Alors le Tenebrio Molitor, voilà, vous en avez une belle illustration. C'est le nom scientifique de l'insecte que nous élevons de manière industrielle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas insecte, rapidement, la raison d'être de
de répondre à des défis majeurs. L'ONU a fait une étude qui estime que d'ici 2050, il faudra augmenter la production de nourriture d'environ 70%, avec seulement 5% de terres arables disponibles supplémentaires. Donc ça, c'est un premier enjeu clé. Deuxième enjeu, c'est qu'on a observé durant les 20 dernières années que que la consommation de protéines animales avait augmenté de 50%, plus de 50%. Et donc, notre solution d'élevage d'insectes pour en faire de la protéine est une des réponses à ces enjeux. On a un impact au sol on a besoin de 98% de moins de surface que pour faire l'équivalent protéinaire du bœuf. Avec beaucoup moins d'entrants. Et puis l'avantage, c'est que nos petits vers font moins de déjections gazeuses que les bœufs, donc on a aussi un impact environnemental meilleur pour les gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, c'est pour la raison d'être d'insectes. Et du coup, par rapport au sujet du jour, l'enjeu clé du 4.0 pour nous, insectes, c'est qu'on est une industrie naissante. Et étant une industrie naissante, on a beaucoup de choses à découvrir et on va passer, comme je dis, de la boîte de pétri à l'usine grandeur nature d'élevage industriel. Et donc, on a véritablement besoin de bien comprendre tout ce qui va faire que notre process industriel fonctionne. Et donc, on a besoin de développer un capital connaissance qui sera un capital de barrière à l'entrée supplémentaire vis-à-vis aussi de nos compétiteurs, qui sera une occasion pour nous d'améliorer aussi quotidiennement notre process. Donc, on a besoin de créer un minerai de données nécessaires pour avoir cette connaissance. Et le 4.0, c'est la réponse concrète pour obtenir ce minerai de données. Ensuite, on passera au Mercure pour en trouver les filons d'or. Et les Mercure, ce seront les use cases qu'on va imaginer d'utilisation de ces données. Donc voilà, le 4.0, c'est nous. On a la chance d'être une industrie naissante, donc on peut l'être dès le début en se mettant une architecture qui nous permette de récolter un maximum de données pour accélérer notre acquisition de connaissances de notre industrie naissante. Merci beaucoup Nicolas, très clair. Alors on a bien compris que c'était une industrie nouvelle, une industrie naissante, un process spécifique et j'allais dire assez particulier. Est-ce que concrètement, pour aller un peu plus loin, vous pouvez nous dire comment vous avez fait entrer le 4.0 au sein de votre industrie à vous, dans tout ce contexte d'industrie particulière? Alors concrètement, c'est dans cette nouvelle usine là qu'on construit près d'Amiens, qui va être la plus grosse usine d'insectes au monde. L'idée, c'était d'avoir dès le début une architecture complètement intégrée entre les couches qu'on appelle OT, tout ce qui est automate, et les couches IT avec les développements logiciels de MES, SCADA pour la supervision et le RP. Et donc, on a pu bâtir cette usine avec nativement une interconnexion entre tous ces systèmes qui permet aussi avec d'autres systèmes, par exemple comme le LIMS, qui permet d'avoir des informations qualité, de pouvoir avoir ce fameux minerai de données et de pouvoir le contextualiser. C'est-à-dire que toutes ces informations, on va les mettre dans un data lake qui permettra de contextualiser les informations des différents systèmes, donner des informations coûts qui viennent de l'ERP, des informations qualité qui viennent du LIMS, les informations process qui viendront du MES, pour pouvoir en tirer tous ces fameux qu'on espère avoir. Ouais, toute la substance et toute j'allais dire la quintessence. Exactement. Alors du coup, on comprend bien que votre process, tout spécifique qu'il est, traite du vivant, qui est quand même une dimension spécifique et particulière. Je comprends à travers ce que vous venez de nous dire que le traitement de la donnée depuis sa collecte jusqu'à sa valorisation est un point quand même assez clé. Du coup, je vais me retourner vers toi, Pierre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont on a conçu notre équipe au sein de Equans pour être capable, dans ces enjeux que vient de nous rappeler Nicolas, mais également dans la manière dont on accompagne Insect dans la mise en œuvre des sujets qui les intéressent? Oui, alors c'est un beau cas d'école, Insect. C'est un beau projet qui nécessite une maîtrise d'œuvre globale, avec une chaîne de valeur technique et de compétences très étendue, inévitablement, et tout ça pour un objectif qui est une solution globale, performante et cohérente. Equans, comme tu viens de le dire, nous sommes avant toute chose des intégrateurs. Nous accompagnons nos clients depuis les phases très amont de conseil, de mise en place de schémas directeurs technologiques pour la mise en place de solutions de cet ordre-là, d'industrie 4.0,
Évidemment, on produit par nous-mêmes ou avec un écosystème de partenaires la solution globale. Nous mettons en œuvre la gouvernance, évidemment, pour pouvoir mettre en œuvre ce type de solution. Et nous allons jusqu'à la mise en exploitation de ces solutions et leur maintien en conditions opérationnelles pour les faire vivre dans le temps. Alors ce cycle de production nécessite inévitablement de l'interaction entre les hommes et également finalement une forme de co-construction. C'est-à-dire que nous sommes quand même des spécialistes en fait des différents systèmes et nous sommes quand même des spécialistes techniques, mais ça nécessite évidemment d'avoir l'expertise métier à nos côtés pour pouvoir parvenir à l'objectif qui est fixé. Alors, ce que dit Nicolas est extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'impression que Insect est un petit peu data-driven, finalement, quelque part. Hein, c'est-à-dire que ça devient stratégique, la donnée devient absolument stratégique. Elle est au cœur des enjeux d'Insect, puisque pour pouvoir justement durcir en fait les barrières à l'entrée, capitaliser sur la connaissance, on va atteindre cet objectif grâce à la data, grâce à la donnée. En tous les cas, ça sera un levier important pour y parvenir. Ça permettra d'avoir une bonne compréhension des comportements de la production et de la fabrication et des process industriels. Ça permettra d'identifier certainement les pistes d'amélioration également, hein, puisque j'imagine que vous êtes dans une logique, ça me paraît un peu inévitable. Ça permettra également de construire certainement le bon référentiel de production et de fabrication à destination des exploitants et des intervenants. Et puis, finalement, la donnée permettra d'avoir une forme d'empreinte continue du processus de fabrication et de production. Cette empreinte continue, inévitablement, va venir nourrir en fait des historiques de données qui permettront par la suite d'entraîner des modèles algorithmiques pour prédire typiquement des situations ou des contextes, identifier d'éventuelles dérives ou anomalies dans le processus de fabrication, et puis également pour identifier des leviers d'optimisation. Et je rebondis encore une fois sur cette notion de bonnes pratiques de fabrication et de production qui peuvent être consolidées par des modèles algorithmiques. Voilà, donc globalement, il s'agit évidemment d'améliorer la production et la performance industrielle grâce à la data qui se retrouve en fait gérée et initiée tout au long en fait du processus de mise en place de systèmes d'information dédiés à l'industrie 4.0. Compris. Merci Pierre pour cet éclairage. Donc on a entendu plusieurs choses. On a entendu proximité avec les métiers, co-conception, co-construction, data-driven, interopérabilité. Ça me fait me retourner vers vous, Emmanuel. Axway, vous qui êtes un spécialiste de l'interopérabilité, éditeur de solutions d'interopérabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du sujet en rebondissant sur les propos de Pierre, s'agissant de l'exploitation de ces données et surtout de la valeur apportée de l'interopérabilité dans ce contexte-là? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Pierre et Nicolas. Il y a quelques mots qu'il faut retenir, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de data. Donc, on a un sujet de désilotage de la data, d'intégration de la data. C'est un sujet assez classique. Qu'est-ce que va apporter l'industrie 4.0 et qu'on n'a pas vu avant et sur lequel il va falloir se repositionner? C'est que cette industrie est, on va le dire de manière assez vulgaire, crache de la donnée à un rythme qu'on n'avait jamais vu avant. On a une entropie exponentielle de ces petits capteurs qui sont positionnés un petit peu n'importe où, et qu'on ne va pas pouvoir traiter comme on le traitait avant. Tu parlais d'API tout à l'heure, une API classique, on va l'interroger. Pour prendre un exemple, je vais essayer d'être assez concret. Prendre un exemple, un outil d'interrogation d'un compte bancaire, il va aller interroger la liste des comptes, la liste des mouvements, c'est une interrogation, ça répond. On est sur des rythmes d'informatique de gestion, on n'est pas sur des rythmes d'informatique embarquée. Là, vous allez avoir des capteurs qui vont potentiellement changer d'état 1000 fois à la seconde. Ouais. Les outils qui vont utiliser ces capteurs ne peuvent pas aller chercher la donnée. C'est pas possible. On va saturer complètement les systèmes. Et avec nos clients, de repenser complètement le paradigme. Et ça c'est le deuxième point que je voulais aborder. On repense le paradigme et plutôt que d'aller chercher la donnée, en fait, on va créer des nouveaux outils qui s'appellent des outils comment ça s'appelle de pooling ou de
événementiels en fait. Okay. Donc ça s'appelle en anglais c'est l'Event Driven API. Donc c'est des API qui gèrent les événements et qui vont streamer en fait des événements au logiciel client. On peut plus aller, on a complètement changé le sens de l'interrogation. Et puis le troisième point, bien entendu, on va avoir ces API qui sont diverses, variées, multiples, et donc on va avoir des multiples points de contact sur les nouveaux systèmes d'information qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir cataloguer, qu'il va falloir gérer avec à chaque ouverture de ce système d'information des politiques de sécurité qu'il va falloir amener, des contrôles en termes de consommation, qui consomme quoi, comment, est-ce que la donnée est anonymisée, est-ce que la donnée est réelle, des rythmes, et puis peut-être même, on peut en parler après, est-ce que cette donnée peut être monétisable. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on est obligé d'instruire pour faire évoluer nos systèmes et accompagner l'industrie 4.0 et nos clients. Oui, très clair. Donc vraiment une spécificité liée à la dimension temps réel, j'allais dire, de la donnée dans ce domaine de l'industrie. Voilà. Bien évidemment la sécurité et les volumes, qui sont des enjeux, on va dire, très clés. Alors Nicolas, du coup, je me tourne de nouveau vers vous. Est-ce que cette dimension d'interopérabilité, telle qu'on vient de l'évoquer et telle que Emmanuel vient de nous en parler, vous l'apercevez vous aussi comme un enjeu majeur dans le cadre de votre industrie 4.0 à vous? Clairement, et pour illustrer ce que vient de dire Emmanuel en termes de volumétrie, nous, on estime que dans notre usine, là, on va avoir à peu près 30 000 points de connexion où on va récolter de la donnée. On estime qu'on aura 1 milliard de data points par jour qu'on va collecter. Notre minerai, ce sera ça. Donc l'interopérabilité pour capter et stocker et valoriser toutes ces données, c'est clé. Et du coup, je pense aussi que sur l'interopérabilité, il y a l'interopérabilité système. Effectivement, il faut que le hardware, les couches automates et les couches système, voilà, c'est ça le 4.0, c'est l'intégration de ces deux nouveaux mondes entre eux. Donc cette existe techniquement. Et je pense qu'il y a aussi une dimension organisationnelle qui est en jeu, c'est-à-dire que typiquement, chez Insect, dans mes équipes, j'ai les automaticiens, les équipes développement logiciel, les équipes data. Donc, il faut aussi que l'interopérabilité soit au niveau de l'organisation. C'est des compétences très différentes entre développer un typique sur du PLC, imaginer un synoptique de supervision, faire du développement logiciel, faire du machine learning à partir de données. Voilà, autant de compétences très différentes, mais qu'il faut agréger grâce aussi à une méthode. Et donc, j'ai aussi une équipe méthode IT. Nous, on s'appuie sur la norme ISA 88 aussi pour savoir comment découper nos postes de charge, par exemple, etc. Ouais, merci beaucoup. Cette dimension-là est hyper intéressante du sujet, l'interopérabilité au sens des équipes et aussi la notion d'équipe intégrée, là, comme vous venez de le dire, en complément des sujets plus techniques qu'on a évoqués précédemment. Ça, je pense que c'est un point hyper intéressant. Alors, je vais me tourner de nouveau vers Pierre, mais au sein des Quants, là, on est amené à intervenir et on est un intégrateur sur l'intégralité, c'est intéressant, de toute la chaîne de valeur chez nos clients. J'allais dire depuis l'installation de capteurs, en passant par la mise en œuvre de solutions de contrôle commande ou d'autres, jusqu'à l'exploitation, valorisation des données de nos clients. On a évoqué beaucoup de thématiques là depuis tout à l'heure, dont une grande partie était malgré tout technique. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la clé de l'industrie 4.0, la clé de voûte, est-ce que c'est uniquement la technique ou est-ce que c'est la technique tout court? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un débat un petit peu sans fin. Alors l'aspect technique est inévitablement au cœur du réacteur. Hein. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des solutions en fait qui ne sont pas performantes, qui ne sont pas opérantes. Et donc, inévitablement, il faut avoir une maîtrise et une capacité technique d'intégration en fait, de différents systèmes pour avoir un système d'information global cohérent et performant. C'est une des forces des Quants, hein, on l'a vu précédemment. On intervient sur une chaîne de valeur qui est quand même très étendue, depuis le capteur, la mise en place du capteur, jusqu'aux applications métiers, jusqu'aux infrastructures IT. Il s'agit également, je pense, dans le cadre de ce type de projet, d'avoir une très bonne compréhension également des enjeux stratégiques de l'entreprise. Ça me paraît inévitable, surtout lorsque la data a un rôle aussi important et est vu comme étant stratégique, comme c'est le cas d'Insect aujourd'hui. Voilà, comprendre ces enjeux stratégiques et opérationnels est également fondamental. Et je pense que ce qu'il y a de très important, qui est au cœur du moteur également, ce sont les hommes.
J'aime beaucoup ce que vient de dire Nicolas, cette notion d'interopérabilité système, évidemment, c'est le premier réflexe que l'on a hein, pour échanger des données, les partager, etc. Mais je pense qu'il y a l'interopérabilité humaine est absolument fondamentale dans la mise en place de ce type de projet parce que les gens ne peuvent pas travailler dans leur propre bureau pour adresser leurs propres compétences de façon complètement isolée. Il est absolument nécessaire que les personnes puissent échanger, puissent partager. Je pense que l'expertise métier est elle aussi très largement impliquée. Et je pense que l'expérience process et IT l'est tout également. Voilà, donc c'est un tout. Et le cœur du réacteur, finalement, est une composante qui est construite autour de différentes pièces du puzzle au bout du compte. La data a un rôle de plus en plus important, Emmanuel l'a dit précédemment, il existe depuis très longtemps des systèmes SCADA, des systèmes MES, différents systèmes, même d'échange, hein, on parlait de contrats d'interface à une époque, c'est devenu l'API management aujourd'hui, mais en fait le changement de paradigme quand même, c'est que ces systèmes-là aujourd'hui tournent autour de la data. Ils sont vus en fait comme étant des générateurs de data, comme étant des systèmes qui vont nous permettre en fait de pouvoir stocker intelligemment ces données, de pouvoir les hiérarchiser, de pouvoir les structurer. Et ça, c'est un point qui est absolument également fondamental dans ces aspects techniques et stratégiques. Ça a été dit précédemment, auparavant, on avait l'habitude en fait d'avoir un domaine de données qui était propre finalement au système. Et on a de plus en plus besoin, pour pouvoir agir sur ces données et les rendre exploitables, de les désiloter, de les déverticaliser pour les rendre effectivement accessibles. Et Emmanuel l'a dit tout à l'heure, la rendre accessible à la bonne personne, au bon moment, et consommer à la demande, et non plus consommer de façon continue, sous forme de pooling, pour au final ne pas toujours en avoir besoin et ne pas toujours l'exploiter. Donc je pense qu'elle doit être vraiment consommée à la demande. Voilà. Que dire aussi, la donnée reste aujourd'hui et de plus en plus est au cœur de l'entreprise, devient un actif finalement de l'entreprise. Elle apporte de la valeur en fait aux actifs existants de l'entreprise, notamment aux différents systèmes en fait que l'on a évoqués. Je pense qu'elles doivent être l'objet de toutes les réflexions dans tout type de projet industriel aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de la génération de données, de son stockage pour une exploitation future. C'est clair. Voilà. Donc la technique, on comprend que c'est un élément important, mais que c'est évidemment pas la clé unique, loin de là. L'interopérabilité a son rôle à jouer dans tout ça. Et du coup, Emmanuel, je me retourne un peu vers toi là. Comment vous, là, chez Axway, qui êtes des spécialistes de l'interopérabilité, vous voyez cette évolution autour du traitement de la donnée, au-delà des aspects purement techniques? Est-ce que les changements vont au-delà de ça? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? En termes de retour d'expérience, parce que ce qui compte, c'est effectivement ce qu'on voit chez nos clients, on voit trop de projets qui patinent, faute de vision stratégique. Comme tu disais tout à l'heure, quelque part, techniquement, on sait faire. On sait faire de l'intégration, on sait faire des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. Le vrai sujet, c'est de prendre un petit peu d'altitude par rapport à tout ça, un petit peu de hauteur, et de se dire, OK, on a fait des super outils d'intégration. On a mis en place des outils sous forme d'API, sous forme de streaming d'API, tout ce que tu veux, qui permettent de faire, on va dire, de l'optimisation opérationnelle de son système de production. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut aller un cran plus loin et faire comme les autres verticales, se dire qu'au-delà de l'optimisation opérationnelle de son système de production ou de son système d'information, on va faire du business. Et les autres verticales se sont déjà engagées, il fut un temps, dans la plateformisation. Donc on va parler des banques, des assurances, de tous ces systèmes qui sont déjà sur des visions de plateformisation. Et je dirais que l'industrie 4.0 devrait réfléchir à comment on s'intègre dans cette plateformisation. Mais c'est presque même déjà trop tard. Parce que ce qu'on voit dans nos autres verticales chez nos clients, c'est ce passage de la vision de plateformisation à ce qu'on appelle la Digital Service Marketplace, la DSM, c'est-à-dire que la marketplace de services digital, c'est-à-dire qu'on passe grosso modo d'une donnée ou d'un service technique à un service qui est business. Un service digital commercialisable. Et c'est un petit peu, enfin moi je fais le parallèle assez souvent entre la donnée brute, c'est le petit pois que vous avez dans le champ,
c'est pas une boîte de Bonduelle. La boîte de Bonduelle, elle a une étiquette, elle a un packaging, elle est sur un étalage, hein, dans un rayonnage, elle a tout un marketing. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les autres verticales se sont déjà positionnées en se disant comment on peut jouer notre rôle dans cette nouvelle définition du business. Et l'industrie, et notamment toutes les données et les services de l'industrie 4.0, doivent aujourd'hui se positionner comme étant des acteurs de ces nouveaux écosystèmes. Alors bien sûr, on pense à toutes les chaînes logistiques, on pense aux chaînes de production qui peuvent vendre ces services dans ces espèces de grandes marketplaces digitales qui sont en train d'être construites par des géants de la marketplace aujourd'hui. Compris. Alors on va se rappeler de cette métaphore du petit pois que j'apprécie tout particulièrement là. Et enfin, précisément là, ce que tu viens de nous dire est hyper fondamental. On voit l'ouverture que nous permet la donnée et son exploitation, au-delà des aspects purement techniques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vraiment sous un angle business et nouveau business. Et ça, je trouve que c'est quelque chose quand même d'hyper intéressant. Nicolas, on a parlé donc de technique, on a parlé d'ouverture sur des business nouveaux. J'ai envie qu'on aille sur le terrain des cas d'usage. Chez Insect, vous êtes déjà, j'allais dire, assez mature et engagé dans votre logique d'industrie 4.0, on l'a bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les cas d'usage que vous imaginez d'ores et déjà, voire ceux que vous pourriez envisager dans un futur plus ou moins proche autour de votre industrie à vous? Après les petits pois, retour à la petite bête. Donc sur les cas d'usage qu'on peut imaginer, bon, il y a des cas déjà très classiques. On va avoir tous nos instruments, enfin tous nos moteurs par exemple connectés, et donc on va avoir des informations sur les durées d'usage, le nombre de fois où ils sont mis sous tension, arrêtés sous tension, etc. Donc autant d'informations qui nourrissent naturellement des cas de maintenance prédictive, anticiper la panne de tous nos moteurs par exemple, et puis on peut imaginer si le motoriste nous dit oui, mais enfin l'information clé pour anticiper la panne, c'est pas tant ça, c'est plutôt le niveau de vibration ou l'évolution de la vibration du moteur. On peut nous naturellement aussi rajouter un petit capteur, enfin c'est de l'IoT qu'on pourra nativement aussi connecter et avoir cette information. Bon, mais ça c'est des cas d'usage classiques. Et il faut aussi qu'on développe, on a imaginé une vingtaine de cas d'usage aussi sur notre métier propre. Comme je vous disais, notre enjeu, nous, c'est d'accélérer notre prise de connaissance pour améliorer notre process de production. Un cas un petit peu plus ultime, à moyen terme, ce serait typiquement, on stocke nos insectes dans des grands transstockeurs de 36 mètres de hauteur et il faut qu'ils soient dans une température assez maîtrisée pour qu'ils aient un développement optimal. Donc la fenêtre de tir de température est très fine. Or, un énorme bâtiment de 36 mètres de hauteur, vous imaginez qu'il y a des gradients de température. En plus, les insectes développent eux-mêmes, enfin déploient aussi de la chaleur, donc il faudrait qu'on ait une compréhension fine de comment les gradients de température se développent dans notre transstocker pour optimiser la gestion de l'élevage et de la maîtrise de la température. Donc on a des capteurs de température partout et pouvoir en déduire quelles seront les zones où la production se passe mieux, où il y a des développements de mythes, etc. Voilà, ce sont des cas d'usage qu'on espère développer rapidement. Ah ouais, c'est hyper intéressant, c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, c'est lié à un process métier qui est tellement spécifique. Mais là aussi, c'est pareil. La data et son exploitation ouvrent un champ des possibles qui est relativement monstrueux. Bon, faut-il encore être capable de le matérialiser, de le concrétiser, mais on voit qu'il y a des choses quand même très, très intéressantes. Pierre, toi qui es un spécialiste du domaine et du sujet, qu'est-ce que tout ça t'inspire en termes de cas d'usage et en termes de réalité derrière ? En tous les cas, les cas d'usage qui viennent d'être cités par Nicolas sont très intéressants. Évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que pour pouvoir exploiter ou pouvoir mettre en exergue des fonctionnalités d'analyse avancée des cas qui ont été cités par Nicolas, ça nécessite inévitablement deux prérequis. Le premier qui est essentiel, c'est d'avoir un objectif extrêmement clair, savoir exactement ce que l'on veut faire. Alors tu parlais de maintenance prédictive à travers les moteurs. Bon voilà, ça c'est un objectif clair. Je cherche à déterminer assez rapidement si je vais avoir des moteurs qui risquent de faiblir ou d'avoir quelques problèmes grâce à l'analyse du signal vibratoire. C'est un cas assez classique, mais bon, pour autant, le cas d'usage, il faut être en mesure de pouvoir l'identifier. Le second est beaucoup plus complexe, mais tout aussi important, si ce n'est plus.
puisque la vie des insectes en dépend directement, de ce que je comprends, avec une marge de manœuvre relativement faible. Et donc là aussi, être en capacité de pouvoir maîtriser en fait cette température, voire éventuellement d'anticiper ces variations, est un cas d'usage important. Donc j'incite vraiment à travailler sur le cas d'usage, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis le deuxième prérequis, inévitablement, c'est d'avoir les données associées. Et donc, comme le disait Nicolas, s'il est nécessaire d'avoir la donnée de vibration, encore faut-il l'instrumenter, la capter, la transporter, la stocker et éventuellement la structurer. Voilà, la vibration moteur, c'est un cas assez typique, hein, notamment dans la maintenance prédictive et l'application d'algorithmes d'intelligence artificielle ou de data science. C'est un cas relativement simple. Puisqu'on est plutôt sur ce qu'on appelle du monovarié, hein, c'est-à-dire qu'on a un seul signal à analyser, on va entraîner des modèles algorithmiques à avoir une reconnaissance en fait du profil de la mesure vibratoire et d'être en capacité de pouvoir détecter effectivement si cette mesure, à travers des signaux faibles, hein, si cette mesure a tendance à dériver ou pas. Donc ça, c'est un cas d'usage relativement simple et assez typique de l'application de modèles algorithmiques sur des mesures monovariées. Le deuxième est déjà un petit peu plus complexe, avoir une bonne maîtrise de la chaleur et de pouvoir détecter des dérives sur les gradients de température. Là, on a affaire certainement à du multivarié, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs signaux à analyser qui vont être issus en fait de différents systèmes, certainement la plupart du temps, voire des données exogènes ou hétérogènes. La météo peut-être potentiellement avoir de l'influence également sur la température. Et il va falloir réconcilier, synchroniser, horodater ces informations pour pouvoir les rééchantillonner avec des modèles algorithmiques pour avoir un pas de temps unique, hein, inévitablement. Et donc éventuellement, ces jeux de données pour entraîner les modèles nécessiteront peut-être d'être complétés parce que voilà, on peut avoir des données manquantes inévitablement. La communication des informations peut parfois varier et nécessiter en fait de compléter les données existantes. En ce sens, le système MES est quand même une brique extrêmement importante parce que le système MES est un système relativement transverse tout au long de la production et de la fabrication. Il décilote en fait les différentes unités les unités utilisées et les équipements en fait de fabrication et donc a une vision globale de tout ce qui se passe au niveau de la fabrication et est appelé à historiser toutes les données process en fait que l'on va récolter. Et donc c'est un point extrêmement important. On peut considérer le MES finalement aujourd'hui un peu comme un data lab industriel. On en a discuté avec Nicolas tout à l'heure. Donc on est à peu près d'accord sur ce point. Il permettra aussi le système MES d'interopérer inévitablement avec différents équipements et d'historiser déjà les données avec l'unification de l'horodatage. Ça, c'est un point extrêmement important parce que quand on fait de l'acquisition de données sur différents systèmes, ils ne sont pas tous synchrones. L'horodatage n'est pas toujours conservé et le système MES en soi va permettre en fait de pouvoir avoir un horodatage unifié, ce qui est un point extrêmement important, notamment pour l'application de modèles algorithmiques futurs. Okay. Compris. Donc le MES, si je comprends bien, qui est au carrefour de la production au quotidien et de l'exploitation des données, puis de la valorisation des données, dont on va reparler par la suite. L'industrie 4.0, donc ça doit servir à ça, si je comprends bien, c'est optimiser les processus, c'est optimiser la performance, c'est booster la performance, c'est apporter de la valeur ajoutée sur la base de données brutes. Je pense que les cas d'usage là que vous avez partagés sont hyper intéressants, on a besoin de ces éclairages-là. Emmanuel, je pense que toi aussi, tu es évidemment confronté à des situations et à des enjeux métiers au-delà de ceux que tu as déjà évoqués sur les business nouveaux. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur des cas d'usage que vous voyez, vous, chez Axwell? Alors, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des cas d'usage assez traditionnels d'optimisation de son système. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a déjà des cas d'usage qui repensent la valorisation et la manière pour une entreprise de faire du business. Déjà aujourd'hui, typiquement, on a, tu sais, les gros transporteurs, les DB Schenker là, qui ont lancé leur projet de real-time shipping.
Ça permet deux choses. Ça permet automatiquement, en branchant tous leurs capteurs et en vendant le service des capteurs à des industriels, d'alimenter plus précisément des dates prédictives d'arrivée de certaines matières premières ou de certaines matières évoluées. Donc ça, tu vois, on a déjà la connexion d'un transporteur avec un industriel qui va créer de la valeur et donc il vend cette valeur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette valeur, elle peut être revendue à d'autres prestataires de services qui vont par exemple fournir à des clients finaux le suivi de leurs colis à travers le monde. Donc tu vois, cette exposition de la donnée et cette exposition des services, ils le valorisent et ça sert à tout un écosystème. Ça peut aussi servir, il y en a un autre qui je trouve intéressant, c'est ATPCO. Au départ, donc dans le transport aérien, eux, ils étaient focalisés sur grosso modo la vente de billets d'avion, tu vois, un truc complètement informatique de gestion. Et ils se sont dit, un Boeing, enfin n'importe quel Airbus ou Boeing qui arrive, c'est des téraoctets d'informations qui sont nécessaires pour faire vivre tout un écosystème d'industrie, de maintenance, comme ça. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé cette plateforme de données industrielles autour de l'aéronautique qui permet de faire vivre tout cet écosystème, puisque cette espèce de gros data lake, en fait, c'est eux qui en ont maintenant la maîtrise et ils revendent ces services. Toujours dans le transport, tu as des gens comme BMW qui sont déjà hyper intégrés avec des systèmes B2BI, des systèmes d'API, et qui ont redescendu en fait ces API au niveau du véhicule. Et aujourd'hui, vous avez vu que vous avez des BMW qui, comme les Tesla, mais bon, sur une autre échelle parce qu'ils ont 1000 fois plus de véhicules, qui se mettent à jour automatiquement et qui remontent des tas de données au système de production pour le faire évoluer. On a dans les utilities des choses assez intéressantes aussi. Suez, par exemple, je trouve que c'est un super exemple. Ils ont commencé par mettre des capteurs dans les poubelles pour savoir si les poubelles étaient pleines. Ça servait à rien d'aller les vider si elles n'étaient pas pleines. Maintenant, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent la donnée aux collectivités locales pour prédire que le camion qui va vider la poubelle va passer à tel moment et donc va boucher telle rue. Et donc, si tu veux, ça alimente une espèce de Waze un petit peu global qui va permettre à la collectivité locale de réorganiser ses plans de transport. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment tous ces capteurs qui sont aujourd'hui inhérents à l'industrie 4.0 non seulement s'intègrent, fonctionnent, mais créent des nouveaux écosystèmes de business. Voilà le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, des business models nouveaux qui peuvent se créer par l'exploitation des données de manière intelligente. Ouais, mais encore, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter à cet écosystème. Et là, on en revient au début, c'est un positionnement de stratégie business en fait. Il faut qu'on réfléchisse à quelle stratégie on veut mettre en place. Sinon, tous ces beaux projets restent cantonnés à d'efficacité opérationnelle. C'est dommage. Compris. Non, mais c'est très clair. Alors de nouveau, je vous remercie pour tous ces éclairages, s'agissant notamment des cas d'usage, des exploitations concrètes qui peuvent être faites on va dire, des données dans des environnements d'industrie 4.0. Alors, je vois que l'heure tourne. Dans les 4-5 minutes qui nous restent avant de basculer sur la partie questions-réponses, Pierre, je suis tenté de me retourner de nouveau vers toi. On a parlé de beaucoup de choses, notamment de technique, notamment de business model, notamment de cas d'usage. Et si on voulait aller même encore un cran plus loin s'agissant de l'industrie 4.0, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on est en mesure d'apporter à nos clients industriels, si on va même un cran plus loin que ça encore? Alors, tu as raison David, hein, l'industrie 4.0, c'est un puzzle composé de nombreuses pièces. On en a abordé quelques-uns, effectivement, le MES, le SCADA, des termes ont été utilisés, le LIMS, voilà, on a parlé de données exogènes, hétérogènes, etc. Bref, on en a adressé un certain nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Equans, évidemment, on adresse chacune de ces pièces de ce puzzle de l'industrie 4.0. Mais il y en a d'autres voilà, qu'il faut savoir également adresser. Je pense notamment à la modélisation de l'environnement de production à travers le BIM, voilà, du scan haute précision pour appliquer des traitements et simuler des flux de matière ou des flux de personnes, par exemple, au sein de la fabrication et de la production, ou même voir valider des hypothèses d'évolution en fait, du process en 3 dimensions, par exemple. On a également des solutions propres de simulation de jumeaux numériques, voilà, donc reproduire des processus physiques par des processus virtuels, voilà, incluant l'imagerie évidemment. Là aussi, pour faire de la conception, pour faire de la simulation d'exploitation ou de la simulation d'évolution en fait, du processus industriel.
Faut pas oublier l'humain aussi derrière tout ça. L'humain a besoin de se former, a besoin de s'approprier en fait ces nouvelles technologies et ces nouvelles façons finalement de fabriquer et de produire. Donc il est nécessaire évidemment qu'elles acquièrent un certain nombre de compétences. Et l'outillage, en fait, notamment du jumeau numérique, par exemple, peut y être complètement associé. Voilà. Et puis le dernier point, le jumeau numérique, on en a peu parlé, mais finalement, ça peut être aussi une solution très intéressante pour générer de la donnée. On a parfois des processus industriels qui génèrent de la donnée. Alors, ça a été dit à très haute fréquence, mais pour autant sur des cycles de production qui sont extrêmement longs. Et notamment dans la data science, on a nécessité d'avoir une maille de travail, une maille soit temporelle, soit une maille représentative de la fabrication sous forme d'ordre de fabrication ou de batch par exemple, et on a parfois des cycles de production qui sont trop longs pour pouvoir générer la donnée nécessaire. Le génome numérique, qui est une reproduction finalement du modèle physique, peut nous aider à générer beaucoup plus rapidement que dans la vraie vie en fait des données, notamment pour l'application à des modèles d'intelligence artificielle. Le jumeau numérique, vaste sujet par ailleurs, qui pourrait nous mobiliser, je pense, pendant une bonne heure tous ensemble de nouveau là, mais en tout cas ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que le jumeau numérique, il vient compléter le dispositif dans une logique d'industrie 4.0, tout du moins il le peut, sous plusieurs axes pour répondre à plusieurs enjeux qui vont être à la fois de l'optimisation de la performance encore et toujours, ça c'est une évidence, mais aussi de la facilitation de la génération d'un set de données pour être capable de simuler des comportements et de se confronter à la réalité de l'outil de production industrielle, voire également dans certains cas de servir à une base de formation pour les équipiers, les opérateurs de terrain, voire, j'allais dire, les personnes qui sont amenées à intervenir sur le process. Écoute, tu as été particulièrement, j'allais dire, ponctuel, ou tu as particulièrement bien respecté l'horaire qu'on s'était donné des 5 minutes de la fin. On en arrive maintenant à la phase, j'allais dire, des questions-réponses. Donc avant ça, je tiens de nouveau à vous remercier pour vos témoignages, vos partages d'expériences, vos éclairages et tout le reste. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on puisse basculer sur les questions qui ont été saisies par, merci beaucoup, par nos personnes connectées au webinaire. Et bien évidemment aussi, pour les personnes qui se trouvent dans la salle, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On fera circuler un micro et vos questions sont les bienvenues. Alors, tac, que je réorganise un petit peu. Hop là. Merci beaucoup. Voilà. Donc, parmi les questions, comme je vous le disais au tout début, on va procéder par ordre de priorité parmi les questions les plus likées, et puis les uns ou les autres ici présents, vous pourrez vous les approprier à votre convenance. Alors, première question. Insect est 4.0 natif, c'est une chance, et pour les industries qui ne sont pas 4.0 natives, y a-t-il une porte par laquelle y entrer en priorité? Celle qui promet le meilleur ROI par exemple. Ça, je suppose que c'est une question pour vous, Nicolas. Oui, alors, effectivement, nous on a la chance d'avoir pu faire une architecture native qui fait qu'on a pu se concentrer uniquement sur les cas d'usage de la donnée qu'on va générer. Mais il y a une dimension qui a peut-être un peu été expliquée aussi, qui est classique aussi dans la mise en place d'un MES, parce que je pense que le cœur du système, c'est quand même de mettre en place cette couche qui fait l'interface entre le RP et les automates. C'est comment relier tout ça, c'est cette intégration entre l'IT et l'OT, et ça passe quand même par un SCADA MES. Donc, je pense que le cœur, c'est quand même comment faire un ROI sur la mise en place de ce type d'outils. Et au-delà de l'acquisition de données, qui est un asset, comme on l'a dit, il y a les enjeux aussi d'optimisation de la performance des opérateurs en optimisant, en digitalisation, par exemple, des procédés, des méthodes d'intervention sur les chaînes de production, qui permettent d'avoir aussi des ROI en termes de temps humain passé dans les usines, par exemple. Donc, il y a l'asset de données et la performance industrielle qui sont les deux leviers classiques.
Alors évidemment, nos amis financiers ont plus de mal à être à l'aise avec l'aspect asset de data. Donc s'il faut les convaincre, on peut peut-être passer par l'aspect ROI, gain de productivité. Et puis il faut plus parler à la direction générale pour l'asset. Voilà. Ouais, on comprend bien l'idée, ouais. Ok, merci beaucoup Nicolas. Seconde question la plus likée. L'industrie 4.0 soulève inévitablement des questions relatives à la sécurité. Pouvez-vous nous en dire un mot? Alors ça, c'est peut-être une question qui s'adresse plus directement à toi, Emmanuel. Ben, si tu veux. Là, oui, effectivement, le problème de sécurité, je pense qu'il y a quelques années, l'industrie s'est réveillée en ouvrant les yeux en disant, il y a des trucs qui nous attaquent sur nos automates, Stuxnet, tout ça. Bon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a là encore quelques verticales qui avaient des longueurs d'avance. Des normes sur, notamment dans la finance, des PCI DSS, nécessitaient justement de penser déjà la sécurité de bout en bout, avec des outils de chiffrement, de déchiffrement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très simple. Nous, on s'applique dans nos outils qui permettent justement d'interconnecter et d'ouvrir ces systèmes d'information, d'avoir exactement les mêmes règles, les mêmes niveaux de sécurité, voire peut-être même maintenant un petit peu plus, que ce qui existe depuis des années dans notamment les secteurs financiers. Donc effectivement, le PCI DSS, ça c'est quelque chose d'assez classique dans la finance. Côté industriel, on s'est attaché notamment à avoir des certifications de grades quasiment militaires dans nos logiciels, dans la proposition de développement et d'exploitation de logiciels. Donc ça, c'est plutôt les normes que vous pouvez aller chercher, qui sont les normes Common Criteria EAL4+. Donc on va chercher ce genre de normes. Et puis après, comme on pense aussi un petit peu comme les autres industries le font, on pense système d'information étendu. Et là, ce qu'on propose, c'est des processus qui permettent d'assurer la sécurité alors qu'on n'assure pas la sécurité des développements des endpoints. C'est-à-dire que l'industriel est garant de la donnée et des services qu'il va exposer, mais qui pourra être consommé par un outil, un service qu'il ne maîtrise pas du tout. Et là, toujours pareil, on a mis en place un certain nombre de choses pour assurer cette sécurité avec des jetons à plusieurs niveaux, comme qui nous permet d'identifier quel est le programme qui va être appelé, qui est derrière le programme, l'utilisateur qui va utiliser le programme. On a tout un système de gestion en fait qui permet à une ouverture du système d'information de fonctionner dans des bacs à sable, dans les sandbox, avant de fonctionner en production. Donc tous ces systèmes en fait permettent de gérer, de prendre là aussi un petit peu de hauteur et de se dire comment on va maîtriser, comment on va être le garant de ce système d'information étendu. Et là, ça nécessite d'appliquer des processus, mais qui ressemblent à ce qu'on a déjà fait dans d'autres verticales et qu'on applique à l'industrie. Ouais, je comprends bien, mais merci pour cette réponse et cet éclairage. C'est vrai que là, quand on est dans un domaine d'interopérabilité, d'ouverture de la donnée, fatalement, nécessairement, la question de la sécurité, on peut pas s'en affranchir. Et je comprends que, il y a la notion de la sécurité, j'allais dire, couche basse avec les équipements de terrain, très technique. Et puis la sécurité plus globale, y compris avec tout ce qui va être plutôt le end-user, y compris du coup les business, où là aussi on voit bien tous les enjeux qu'il peut y avoir quelque chose qui soit robuste de ce point de vue-là et qui prévoit les mécanismes qui permettent de s'assurer de l'intégrité des choses, quoi. Merci beaucoup. Alors avant de prendre une question dans la salle éventuellement, là, j'ai une autre question qui est beaucoup likée. Quelle synergie peut-il y avoir entre systèmes de type SCADA MES et valorisation de données qu'ils détiennent / intelligence artificielle? Pierre, je te vois plein de réflexions. Je te propose de prendre cette question et de tenter de nous y répondre. Oui, écoute, avec plaisir. Globalement, les systèmes SCADA et MES sont absolument fondamentaux pour la mise en place de modèles algorithmiques qui ont pour vocation, évidemment, d'améliorer la performance industrielle. C'est inévitable d'avoir ce type de solution, d'abord pour deux raisons. La toute première, c'est que tout ce qui va nécessiter de la captation, du transport, du stockage de données, le SCADA et le MES est bien là pour faire ça, et on a absolument besoin de cette capture et de ce stockage de données pour pouvoir entraîner des modèles inévitablement, mais surtout
pour pouvoir les industrialiser, parce qu'une fois qu'on a entraîné des modèles avec des données statiques, que l'on a extrait une première fois en fait pour les entraîner, on va avoir besoin en fait de les faire inférer, c'est-à-dire de les utiliser en exploitation. Et dans ce cadre-là, en fait, le système de SCADA et de MES va assurer tout le pipe de génération des données chaudes qui vont permettre au modèle algorithmique d'apporter ces résultats. Et donc le système SCADA et les systèmes MES quand ils sont déjà en place, sont inévitablement partie prenante de la mise en place de modèles algorithmiques pour améliorer la performance industrielle à travers les cas d'usage notamment qu'on a vu précédemment. Et puis le deuxième point, c'est que les opérateurs, ils vont peut-être pas forcément se contenter d'avoir une IHM pour l'exploitation et le contrôle en fait de leur process industriel, et d'avoir d'un autre côté une autre IHM avec des résultats probabilistes. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir certainement besoin d'interopérer justement entre des modèles algorithmiques d'un côté et les systèmes de MES et SCADA de l'autre, pour pouvoir afficher en fait sur les IHM de production les résultats issus des modèles algorithmiques qui sont complètement imbriqués en fait dans le pilotage et le contrôle de la fabrication et de la production. Voilà, donc oui, ce sont des systèmes qui sont prépondérants et extrêmement importants dans le cadre de la mise en place de solutions d'IA. Merci beaucoup Pierre. Si vous voulez réagir les uns les autres, n'hésitez pas. On est ouvert à tout. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle que je puisse intercaler ou pas. Ah, je vois qu'il y a une question dans la salle. Alors je ne sais pas s'il y a un micro pour une question dans la salle du coup. Le micro arrive. Donc Olivier Guillon pour les magazines Equiprod et Production Maintenance. Il y a parmi les nombreux sujets très préoccupants pour l'industrie, deux sujets d'actualité, on a un petit peu évoqué. Il s'agit des compétences, la perte de compétences qui est absolument flagrante depuis 20-30 ans en France. Et d'un autre côté, les approvisionnements, alors on va pas forcément parler du conflit aujourd'hui, mais enfin les approvisionnements qui posent de gros problèmes. En quoi l'industrie 4.0 et toutes les technologies dont on a parlé, éventuellement d'autres également, je pense à la réalité augmentée pour la formation par exemple, en quoi ces technologies d'industrie 4.0 peuvent-elles résoudre ou aider à résoudre les industriels, résoudre ces problèmes? Alors, je vais faire une première tentative, mais alors, sur la question de la difficulté des appros, j'ai malheureusement pas de baguette magique à votre question, parce que je pense qu'au contraire, c'est une faiblesse plus que c'est l'opportunité du 4.0 parce que le 4.0, on l'a vu, c'est de l'interconnexion de systèmes, donc on est très dépendant des composants électroniques, et voilà, donc vous savez tous que la première étape du lockdown en Chine a arrêté plein d'usines. Voilà, on se disait, bon, c'est bon, tout va revenir à la normale d'ici à peu près 1 an dans les délais d'appro. Là, nous, à titre d'exemple, nous, on est impacté pour même la construction de notre usine. Des délais d'appro de matériel électronique qui étaient d'1 semaine sont passés à 5 mois, voire 10 mois pour certaines pièces. Donc, c'est un enjeu critique. Évidemment, l'arrivée de l'Ukraine, l'arrêt du gaz néon, de la production de gaz néon en Ukraine, qui fait 70% de la production du gaz néon, qui est clé pour la production des chips, ça rajoute une couche structurelle sur le risque d'appro. Et le 4.0, je ne sais pas quelle peut être la réponse à ça. Je trouve la question pertinente, mais je n'ai pas la réponse magique. Alors, je pense que la réponse était peut-être plus du côté cas d'usage supply chain. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est en quoi la vision consolidée d'une appro mondiale, d'optimisation, voilà, je pense que c'est plus de ce côté-là qui est la solution que du côté purement industriel où nous, on le subit plus. C'est vrai que théoriquement, justement, le fait d'avoir des informations très tôt dans ces problématiques à la fois d'approvisionnement ou de transport peut permettre à une chaîne interconnectée d'avoir ce genre d'informations.
En pratique, regardons clairement les choses objectivement aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Hein. On a eu des blocages, quels que soient les niveaux, même avec ceux qui étaient interconnectés avec des Beschenker. Donc ça n'a pas complètement tout résolu. Non, par contre, ça devrait soulever des problèmes, de vision politique hein, aujourd'hui et justement, cette industrie 4.0 étant dépendante de ces chaînes d'approvisionnement, c'est un état de fait et il faudrait que il y ait des mesures, je dirais, de compréhension de ces enjeux de la part de nos gouvernements pour justement essayer d'anticiper un petit peu ce genre de choses. On voit qu'il y a quelques industriels qui ne sont pas du tout prêts à fermer les gazoducs russes. Donc il y a des choses comme ça qui doivent nous guider. C'est un fait. Aujourd'hui, l'industrie 4.0, elle est partout. On la voit interconnectée partout chez nos clients. Rendons-la robuste. C'est un sujet plus politique que l'industrie 4.0 en fait. Hein. Là, je vous laisse gérer sur la partie formation compétences. Alors, pour le coup, là, nous, on a la chance d'avoir un projet qui attire. On est une entreprise à impact. Donc, effectivement, les jeunes générations ont besoin d'avoir au-delà du contenu du travail, de savoir le pourquoi ils font ce travail-là. Donc, je pense que le développement de la raison d'être d'une entreprise et de se dire en quoi je fais ma pierre de la cathédrale, voilà, faut donner cette vision-là pour attirer. Et ensuite, ça c'est à titre très parcellaire et de manière plus globale, c'est pareil, c'est une politique globale. Là, je vois que M. Blanquer remettait les maths obligatoires en première. Mon fils est en première, donc je suis sensible à ce sujet. Donc je pense qu'il faut revaloriser aussi les filières d'ingénieurs, qu'il faut promouvoir. Si je peux me permettre, concernant la formation et les compétences, moi je trouve qu'en France on a quand même une politique académique qui est assez agile et assez réactive. On en a parlé quand même énormément, les technologies évoluent à une vitesse grand V. Et je trouve que les écoles s'adaptent très bien dans leurs programmes, à destination d'ailleurs de toutes compétences, en faisant abstraction des niveaux, en fait, des niveaux de diplômes associés. Mais d'ordre général, et si on parle de l'industrie, je trouve qu'il y a un effort quand même très conséquent qui est fait aujourd'hui autour de la formation en fait des élèves, des ingénieurs, voire éventuellement des docteurs. Pour parler de la data science, typiquement, l'application de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de la data science, est en plein boom. Clairement, c'est une vague absolument énorme. Et on voit bien que les académiques ont suivi derrière avec des cursus académiques ciblés sur la data science et l'intelligence artificielle qui tiennent vraiment la route. Qui sont vraiment très pertinents et la France fait d'ailleurs partie au niveau mondial des locomotives en fait de l'intelligence artificielle. Et l'industrie a une place également très importante. On voit naître beaucoup d'écoles en fait qui tournent autour de l'industrie. Pour des formations très spécifiques dans des métiers un petit peu en carence. Et je trouve que là aussi il y a un effort considérable qui est fait. Donc personnellement, je trouve qu'on a une structure académique qui suit plutôt bien l'évolution et en particulier de l'industrie. Après, il faut peut-être aussi se poser la question du côté des industriels, de savoir comment on va attirer ces compétences, parce qu'elles peuvent partir un petit peu n'importe où, elles peuvent assez facilement traverser l'Atlantique et aller du côté de la Silicon Valley, où il y a des gens qui savent proposer un mission statement quelque part. On parlait tout à l'heure de vision stratégique. S'il n'y a pas la vision stratégique, ça va faire patiner vos projets. Si vous n'avez pas de mission statement, ça va pas vous faire attirer non plus les bons profils. Donc on a un manque de profils de compétences, mais s'il y avait un minimum de communication sur qu'est-ce qu'on fait en tant qu'industriel pour servir la planète, venez travailler avec. Il n'y a pas ça. Il y a des tas d'industriels, on ne connaît même pas leur nom dans le grand public. Donc il faut peut-être aussi commencer par battre sa propre coulpe et se dire redéfinissons nos missions et communiquons dessus. C'est peut-être tout bête, mais à mon avis ça pourrait aider. Il y a peut-être un dernier axe aussi sur la formation, c'est que je pense qu'il y a pas mal de développement maintenant pour les jeunes d'hésiter à être en CDI et de se dire si je suis indépendant et que je suis appelé, je pense que le travail indépendant, et voilà, il faut qu'on étudie d'autres modes aussi d'utilisation des compétences pour être pas forcément obnubilé par il faut que j'attire les meilleurs. Les attirer, c'est pas forcément les employés en tant que contrat. Ça peut être aussi avoir des modalités d'interaction plus ponctuelles, avec plus de flexibilité aussi, du coup, qui répond aux enjeux des attentes de pas mal de jeunes.
Donc c'était une vaste question qui, comment dirais-je, a apporté beaucoup de réponses multiples. Ce qu'on peut peut-être simplement se dire, ou tout du moins se dire tout court, c'est que l'industrie 4.0 doit apporter des vecteurs d'attractivité, par ailleurs des compétences dans nos entreprises, dans nos industries, ça c'est clair. On pourrait l'élargir quelque part au digital. Me vient en tête la robotique qui va rendre moins pénible le travail dans l'usine, l'intelligence artificielle qui quand même séduit beaucoup de jeunes. Donc je suis moins expert que mes collègues ici présents, mais c'est quand même des tendances qu'on voit. Et l'autre tendance qu'on a très largement évoquée et partagée entre nous à plusieurs reprises, c'est comment l'industrie 4.0 et le digital au sein des process industriels a permis, à travers des business models nouveaux, de rendre l'industrie plus résiliente aussi. Et là, j'ai plus en tête le Covid-19 là qu'on a tous subi. On a vu que l'industrie a continué de se développer dans certains secteurs, a même réussi à croître, parce que l'industrie 4.0 lui a donné les leviers lui permettant de le faire. Avec de l'ouverture de ces données vers l'extérieur, des business models nouveaux, des choses qui n'existaient pas, et surtout une capacité à inventer. Je vois que l'horaire, évidemment, il ne s'arrête pas, il tourne. Donc, je vais prendre quelques questions qui m'arrivent par ailleurs, et je vous les soumets. Et je vous laisse libre d'y répondre comme vous le souhaitez. La première d'entre elles, après les POC, comment assurer le MCO? Alors, du coup, on passe du POC au MCO, donc j'allais dire, il y a presque l'industrialisation entre le POC et le MCO qui doit se trouver quelque part. Entre les deux, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus? Peut-être autour des POC tout court, peut-être même quelle expérience vous avez eue côté Insect autour de ce type d'approche? On n'a pas démarré, donc je ne suis pas encore au MCO. Mais proof of concept, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec le terme POC. Voilà. Donc, proof of concept, on est en plein dedans. Le maintien en condition opérationnelle qui va arriver derrière, nous, c'est un enjeu clé parce qu'on est dans une industrie du vivant. Donc, on ne peut pas arrêter notre usine entre Noël et Nouvel An pour faire tous nos upgrades, toute notre maintenance préventive. Donc, notre cheptel d'insectes vie, on ne peut pas interrompre. Donc, nous, c'est une question qu'on adresse, auquel on réfléchit déjà. On s'est donné des durées d'intervention réduites. Donc, en fait, on demande aussi à nos fournisseurs de solutions quels sont les dispositifs qu'ils peuvent nous proposer. Il y en a qui sont créatifs pour justement proposer des solutions d'upgrade accélérées et sécurisées. Typiquement, notre fournisseur de RP nous propose une solution pour nous garantir un upgrade plus sécurisé. Donc, on est attentif à ces genres de solutions. Ça, c'est sur la partie système. Et sur la partie plus OT, on essaye de s'approvisionner avec des pièces en avance tant qu'il y en a. Voilà. De faire du stock. On fait du stock, donc un petit bullwhip effect qui ne va pas être très bon pour le... Compris, merci beaucoup. Alors, que pensez-vous? L'analyse de l'industrie 4.0 devrait utiliser des edge computing, le cloud et des approches hybrides, MES pour la supervision ou le contrôle uniquement? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la main sur cette question, qui n'est pas forcément des plus simples. Ou tout du moins, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? L'ANIS 4.0 devrait utiliser des edge computing, le cloud, des approches hybrides, MES pour la supervision et le contrôle uniquement. Alors peut-être plus simplement, on peut se dire, est-ce que le edge computing et les outils dans le cloud sont de plus présents dans le domaine de l'industrie 4.0 et quel lien on peut en faire avec les outils plus traditionnels de MES qu'on a connus par le passé? Est-ce qu'on voit cette évolution avec le cloud et l'avènement du cloud? Je peux faire une tentative de réponse. Nicolas pourra peut-être y répondre un petit peu mieux. On en a discuté un petit peu avant. Je pense que il faut que, enfin, c'est un avis personnel évidemment. Il est partageable et on peut toujours en discuter. Mais enfin, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place quelque part. Les plateformes cloud ne sont pas dédiées à faire du MES et à faire du SCADA, enfin en tout état de cause. Donc on est toujours en fait dans cette notion en fait multisystème avec une interopérabilité accrue. Et les plateformes cloud finalement, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Elles vont apporter surtout beaucoup de transversalité. Et puis beaucoup de concentration en fait d'informations et de données. La plateforme cloud, à mon sens, n'est pas forcément là pour stocker de la donnée, mais plutôt pour stocker de l'information.
Et donc, ça sous-entend en fait qu'il y a toute une chaîne en fait d'agrégation, de transformation et de travail en fait de la donnée pour la transformer en information accessible à travers, en l'occurrence, les plateformes cloud, pour les servir des applications cloud inévitablement, qui elles vont apporter en fait voilà des vrais leviers de décision et des informations d'aide à la décision. Elles permettent inévitablement aussi d'unifier les technologies, hein, c'est une évidence. Hein, quand on a une plateforme AWS ou une plateforme Microsoft Azure entre les mains, inévitablement, on va pouvoir gérer plus facilement un certain nombre d'assets digitaux, sachant que typiquement, si on parle d'intelligence artificielle, la quasi-totalité des outillages utiles à la mise en œuvre de solutions algorithmiques sur mesure se retrouvent aujourd'hui accessibles dans ces plateformes-là. Donc voilà, donc je pense que c'est un véritable apport, c'est un véritable besoin, et je pense que ça va avoir tendance à se généraliser. Pour autant, voilà, un système MES doit, à mon sens, rester localisé dans l'usine. Et pour parler du edge, là est l'enjeu, hein, c'est que je pense qu'aujourd'hui les capteurs ont plutôt tendance à transmettre de la donnée brute, là où demain on risque de leur demander plutôt de transporter de l'information, ou en tous les cas de traiter la donnée brute sur les couches les plus basses au niveau du capteur pour la transformer en information en fait qui tire déjà de la valeur. Ah, merci Pierre, c'était plus qu'une tentative, voilà, en tout cas c'est ta réponse et elle nous va. Écoutez, je vous propose qu'on s'en arrête là parce qu'il est presque 12h15. Pour ce qui est des questions qui restent dans le fil, je vous propose qu'on vous apporte une réponse par mail. Donc on ne vous oubliera pas, vous inquiétez pas, mais on va s'en arrêter là s'agissant de la conférence du jour. Je vous remercie de nouveau à tous les trois pour vos éclairages, pour vos prises de parole, pour vos partages d'expérience. J'espère que ça aura été utile et pertinent pour tout le monde. Et je vous souhaite écoutez, un bon déjeuner et une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci David. Beaucoup. Au revoir.